Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Becky Watts, une jeune fille de 16 ans, a disparu de chez elle vers 16h et est restée introuvable. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le 19 février 2015, Becky a été vue pour la dernière fois par sa belle-mère, Angie Glassworthy, dans leur maison à Bristol. Angie souffrait d'une sclérose en plaques, donc vers 11h15, elle est allée pour son rendez-vous à l'hôpital. Mais à son retour, Becky était introuvable. On a signalé sa disparition à 16h. Pendant l'enquête, son téléphone, sa tablette et son ordinateur portable avaient disparu et elle n'avait pas pris d'argent ou de vêtements avec elle. De multiples questions ont donc été soulevées telles que « Pourquoi n'avait-elle dit à personne qu'elle allait partir ? Pourquoi n'avait-elle pas pris de vêtements ou d'argent ?» Personne ne croyait vraiment qu'elle était partie de son plein gré, car cela ne lui ressemblait pas. Les enquêtes avaient été menées initialement sur la base des déclarations de son demi-frère, Nathan Matthews, et de sa petite amie, Shona Orr, qui était présent dans la maison à ce moment-là. Ils avaient dit à la police qu'ils avaient entendu la porte claquer et avaient donc supposé qu'elle était partie. Mais plus tard, la police a découvert le sang de Becky sur le cadre de la porte, qui avait également les empreintes digitales de Nathan. Nathan et Orr ont donc été interpellés le 28 février dans le cadre de la disparition de Becky, et le 2 mars, ils ont été arrêtés pour suspicion de meurtre. Le jour même, le corps démembré de Becky a été retrouvé dans une propriété de Barton Hill. D'abord, Nathan a été inculpé de meurtre le 4 mars et plus tard, le 6 mars, 4 autres personnes ont été arrêtées pour avoir aidé au meurtre et s'être débarrassées du corps de Becky. Orr a également été accusé de meurtre le 22 juin. Les funérailles de Becky ont eu lieu le 17 avril à l'église St. Ambrose de Whitehall. Le procès pour le meurtre a débuté le 6 octobre à Bristol Crown Court. L'accusation a présenté les arguments selon lesquels Becky avait été étouffée par Nathan et sa petite amie après l'avoir kidnappée dans la chambre. Cet enlèvement a été qualifié de sexuellement motivé. L'accusation a ajouté qu'après avoir découvert que Becky était morte, ils avaient mis son corps dans le coffre de leur voiture. Ils ont commandé des plats chinois à emporter et ont passé la journée comme si rien ne s'était passé. Ils étaient restés dans cette maison jusqu'à ce que d'autres membres de la famille arrivent et ils s'étaient comportés tout à fait normalement devant ceux-ci. Plus tard, ils s'étaient rendus chez eux et avaient démembré le corps avec un couteau et une scie circulaire au cours des jours suivants. Après avoir démembré le corps, ils avaient mis les morceaux dans un sac et une boîte et les avaient cachés dans la remise d'un voisin. Ne pouvant supporter d'entendre le récit macabre que l'accusation faisait au jury, la mère de Becky, Tanya, a quitté la salle d'audience les larmes aux yeux. Les autres amis et membres de la famille ont également fondu en larmes pendant que l'accusation lisait ce qui était arrivé à Becky. Au cours du procès, Nathan a admis qu'il avait essayé d'enlever sa demi-sœur, mais qu'il l'avait tuée par accident et non intentionnellement. En outre, il a aussi déclaré que Becky avait été tuée par lui seul et que Orr n'était pas impliqué. Sa petite amie a affirmé qu'elle n'avait aucune connaissance du meurtre et qu'elle n'y était pas impliquée. Mais d'un autre côté, l'accusation a déclaré que les SMS qu'ils avaient échangés suggéraient un intérêt commun contre nature pour les adolescentes séduisantes. L'accusation a également présenté des preuves de vidéosurveillance concernant les déplacements de Nathan et Orr. Le 19 février, avant de se rendre à leur domicile, ils s'étaient rendus à Tesco pour acheter des piles. Ils ont dit que ces piles avaient été utilisées dans les pistolets paralysants qui avaient servi lors de l'enlèvement de Becky. Le lendemain, Nathan avait été vu en train d'acheter une scie circulaire pour démembrer le corps. Plus tard, entre le 20 et le 22 février, le couple avait été vu en train d'acheter des produits de nettoyage car ils avaient besoin de nettoyer leur salle de bain où ils avaient démembré le corps. Le test ADN des objets trouvés avec le corps avait permis d'établir un lien entre Nathan et Orr. Le 11 novembre, le jury a décidé que Nathan était coupable de meurtre et Shona Orr d'homicide involontaire. Tous deux ont été reconnus coupables d'avoir comploté un enlèvement, d'avoir entravé la justice, d'avoir empêché l'inhumation du corps de Becky et d'avoir été en possession de pistolets paralysants illégaux. 2 personnes ont aussi été inculpées séparément pour une peine de 2 ans et 16 mois de prison, mais elles insistaient sur le fait qu'elles ne savaient pas ce que contenait le paquet conservé par Nathan dans leur hangar. Le 13 novembre, Nathan a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 33 ans et Orr à 17 ans de prison.
Le juge s'est finalement rangé à l'avis de l'accusation selon lequel ils avaient planifié l'enlèvement dans un but sexuel et a dit à Nathan qu'il avait une fixation sur les relations sexuelles avec de petites adolescentes. Plus tard, Nathan et War ont fait appel à leur condamnation et de leur peine, mais cela a été rejeté par la Cour d'appel le 23 juin 2016. La Cour a déclaré: aucun argument raisonnable ne permet de dire que les condamnations n'étaient pas sûres ou que les peines étaient erronées dans leurs principes ou manifestement excessives. En février 2016, un mouvement de prévention de la criminalité connu sous le nom de Neighborhood Watch Partnership a financé un banc en bois sculpté par Andy O'Neill à la mémoire de Becky Watts à Goatsfield, qui était proche de son domicile. En mars 2016, le père de Becky a publié un mémoire qui comprenait la vie, le meurtre et le procès de Becky. Ces mémoires s'intitulaient The Heartbreaking Story of Becky Watts, la tragique histoire de Becky Watts, et furent publiés par HarperCollins. Ce qui semblait être un couple normal aux yeux de tous s'est avéré être habité par des fantasmes sexuels perfides. Aux yeux de tous, Nathan semblait être une personne toujours prête à plaisanter et à rire. D'un autre côté, sa petite amie prenait toujours soin de sa mère malade. Mais ce que les gens ignoraient, c'était leurs messages intimes et dérangeants sur l'enlèvement de petites filles. Leurs téléphones et leurs ordinateurs étaient remplis de pornographie qui se concentrait généralement sur des écolières adolescentes et des trios. N'étant pas satisfaits après avoir regardé ces images sur leurs écrans, ils avaient essayé de transformer leurs fantasmes en réalité. Ils ont d'abord persuadé l'une de leurs amies de faire un plan à trois, puis Nathan a jeté son dévolu sur sa propre demi-sœur pour l'utiliser comme jouet sexuel, comme l'avait décrit l'accusation. Nathan avait été élevé par sa grand-mère et son mari dans le sud du Gloucestershire. Lorsqu'il était adolescent, il passait des heures dans sa chambre et y prenait aussi ses repas. On pense que c'est de là que sont partis ses fantasmes, car il regardait des images sexuelles tous les jours. Il avait essayé de suivre un cours en électricité, mais il avait échoué et était devenu livreur. Il souffrait d'un rhumatisme, la fibromyalgie, qui lui infligeait des douleurs et le rendait anxieux et dépressif. Nathan lui-même a reconnu qu'il avait des problèmes de colère et a déclaré qu'il était émotionnellement instable, psychologiquement perturbé, un homme des cavernes. War, quant à elle, avait été placée en foyer avant de retourner chez sa mère biologique à l'âge de 13 ans. Elle a rencontré Nathan à l'âge de 14 ans et il avait presque 20 ans. Après quelques années, tous deux ont emménagé ensemble dans un endroit à St. George. Nathan était également violent envers War, elle avait presque étranglé une fois. Il était très autoritaire envers elle, la traitait de grosse et ne la laissait pas étudier. À la barre des témoins, elle a déclaré « Je me sens comme une enfant. Il était presque comme mon père. Il contrôlait tous les aspects de ma vie. » L'enquête a révélé que la seule chose qui les maintenait ensemble était le sexe. Un professeur de criminologie de l'université de Birmingham a expliqué qu'il souffrait d'une maladie mentale appelée folie à deux, c'est-à-dire une folie partagée par deux personnes. Nathan et War ont raconté qu'ils n'aimaient pas Becky, surtout quand elle se comportait mal avec sa mère. Nathan a insisté sur le fait qu'il n'était pas sexuellement intéressé par Becky, mais qu'il voulait simplement lui donner une leçon pour avoir maltraité sa mère. Il a déclaré que c'était la seule raison pour laquelle il voulait la kidnapper. War, quant à elle, maintenait son récit initial, à savoir qu'elle n'était pas impliquée dans le meurtre ni dans aucune autre activité ultérieure. Cependant, le jury n'a pas cru à leurs histoires et est resté inflexible sur sa décision, estimant que leurs histoires n'avaient aucun sens. Cette affaire présentait également des similitudes avec un autre meurtre de femme, Joanna Yates, qui avait eu lieu à Bristol. Il était également considéré comme un meurtre à motivation sexuelle par son voisin. Il fut découvert au cours de l'enquête qu'il était également un utilisateur invétéré de pornographie. Le Guardian UK avait précisé que les experts avaient déclaré qu'ils ne pouvaient pas conclure si le meurtre était le résultat d'une obsession pour les images sexuelles ou non, mais ont mentionné que le porno pour adolescents était souvent une passerelle vers des images d'abus sexuels d'enfants et de violences réelles. De nos jours, les gens sont obsédés par les choses étranges. Plus la sensibilisation et l'accessibilité augmentent, plus les crimes augmentent également. Nous devons donc toujours garder à l'esprit que nous ne savons pas comment est l'autre personne, même si nous vivons avec elle. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.